et bienvenue sur Médian TV vers un partenariat novateur et renouvelé. Voilà vers quoi s'acheminent le Maroc et les Émirats arabes unis, cela à l'occasion de la visite officielle qu'effectue Sa Majesté le roi Mohamed VI aux Émirats arabes unis. Plusieurs mémorandums d'entente y ont été signés hier et portent sur la coopération pour la concrétisation de grands chantiers stratégiques au Maroc. On en parle avec notre invité, il s'agit de Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Abou Dahab, que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, cher Sir Omar. Alors, comme je le disais, plusieurs mémorandums signés, on va y revenir tout à l'heure, mais il est question d'aller vers un partenariat novateur et renouvelé. Alors, quelle lecture faites-vous de cette visite et de ses premiers fruits? Alors, c'est une visite, il faut le dire, exceptionnelle et en même temps, non seulement par rapport à son timing, mais également compte tenu de la profondeur historique des relations entre les deux États. Depuis donc la proclamation des Émirats arabes unis, le 2 décembre 1971 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté quand même qu'il y a une évolution remarquable, que ce soit sur le plan qualitatif, que ce soit sur le plan de la quantité des accords conclus et de leur dimension plurielle au niveau régional, certes, dans le cadre des pays du Golfe arabe, mais également au niveau du monde arabe, arabo-musulman, je dirais, et au-delà. Et comme vous l'avez si bien dit, d'entrée de jeu, Sa Majesté le roi Mohamed VI, évidemment, qui est le digne successeur de feu le roi Hassan II, avait encore développé le capital symbolique hérité depuis donc l'ère de feu le roi Hassan II et Cheikh Zayed, que Dieu ait leurs âmes en sa sainte miséricorde, puisque les défunts souverains avaient d'abord développé des liens personnels très forts et en même temps ont convergé sur pas mal de points, sur la question palestinienne par exemple, sur la question de la gestion des problématiques qui interpellent le monde arabe, etc. Et aujourd'hui, il s'agit d'abord, de renouveler ce partenariat, donc on va dire c'est une constance. Deuxièmement, de le pousser vers de nouveaux horizons à explorer, nous y reviendrons. Et en même temps, c'est un partenariat qui est enraciné, c'est-à-dire qui a résister contre vent et marée à des zones de turbulence. Voilà donc aujourd'hui que cette visite en grande pompe qui a démarré donc hier, le 4 décembre, une visite d'État, et on a vu l'accueil chaleureux qui a été réservé à Sa Majesté. Donc c'est digne d'abord de la stature des deux chefs d'État et en même temps de la spécificité et de l'exceptionnalisme en termes de relations entre deux pays aux histoires profondes et croisées. En tout cas, c'est très important au regard même de l'événement qui se passe actuellement aux Émirats arabes unis avec donc cette COP 28 à Dubaï. Alors, la profondeur stratégique, alors dans le contexte actuel sur le plan politique notamment, comment voyez-vous ce renforcement des liens entre les deux pays dans un contexte de repositionnement de pas mal de pays et puis dans une situation assez tendue sur le plan international? C'est vrai, ce sont des îlots, si vous voulez, de paix, de stabilité. Au moins, ces îlots entrevoient des possibilités de sortir des sentiers battus et en même temps créer de l'ordre et du contenu. Cela est très important parce que tout à l'heure j'ai parlé du timing dans des zones de tension énormes aujourd'hui. Néanmoins, il faudrait que les choses continuent et donc tant bien que mal, il faut pas céder au chant des sirènes. Vous voyez, c'est très important. Et donc c'est d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le résultat ou la résultante d'un effort continu et constant depuis de longues dates. Prenons l'exemple d'abord du nombre des visites que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait effectuées depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. C'est pratiquement la 11e visite. Deuxièmement, si vous prenez le nombre d'accords sur le plan numérique depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, c'est très important, qui ont touché énormément de secteurs, la culture, l'éducation, l'économie, les loisirs, le bâtiment, etc. Troisièmement, nous le savons très bien, le Maroc avait conclu un partenariat avancé avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Il y avait le premier sommet à Riyad qui s'est tenu à l'époque avec la participation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était en avril 2016 et les Émirats arabes unis, évidemment, font partie intégrante de ce partenariat et on sait très très bien qu'il s'agit aujourd'hui d'activer plusieurs leviers, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan bilatéral, etc.
En dépit, je l'ai dit tout à l'heure, de cette atmosphère malheureusement maussade et morose, aujourd'hui, il s'agit encore une fois de privilégier une approche en termes de lucidité et en même temps en termes prospectifs. Et certainement, les entretiens en tête-à-tête entre les deux chefs d'État ont évoqué sûrement la question aujourd'hui palestinienne et les perspectives de résolution de ce conflit. On le sait, hélas, après donc la rupture de la trêve, à la cessation de cette trêve humanitaire, il y a reprise des hostilités. On peut dire, grosso modo aujourd'hui, que ce genre de partenariat permet au moins de créer quelques lueurs d'espoir et certainement, il y aura probablement dans les, enfin je dirais probablement, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être des résolutions à prendre en matière de reprise des pourparlers entre Palestiniens, Israéliens. Ça paraît un peu lointain, mais je crois qu'il faut être aussi réaliste en relations internationales et dire que la situation actuelle ne pourrait pas encore durer. Alors, sur le plan politique, mais aussi surtout et surtout économique, parce que quand on voit la délégation qui accompagne le souverain, on sent que cette visite est à très forte portée économique. D'ailleurs, cela a été concrétisé par les nombreux mémorandums signés entre les deux pays. Je rappelle juste, à titre d'information, que les échanges entre les deux pays tournent autour de 16 milliards de dirhams par an. Les Émirats arabes unis exportent vers le Maroc l'équivalent de 14 milliards de dirhams contre 1,4 milliard pour le Maroc. Alors, pour ce qui est des IDE, donc des investissements étrangers émiratis au Maroc, on est à 137 milliards de dirhams, donc d'investissements directs étrangers émiratis au Maroc. Justement sur le plan économique, professeur, on voit que de nombreux chantiers stratégiques que le Maroc entend développer semblent avoir trouvé, en tout cas chez les Émiratis, un profond intérêt en termes de collaboration. Il faut d'abord dire, à mon sens, que la conclusion d'un nombre aussi considérable de mémorandums d'entente, de par la substance, de par également l'ampleur et le nombre, à peu près 11, je crois, mémorandums d'entente qui ont été conclus hier. Cela indique d'abord, premièrement, que cette rencontre au lieu a été longuement préparée. Deuxièmement, qu'il y a eu implication directe et personnelle des deux chefs d'État. Et que troisièmement, il y a une base, si vous voulez, d'entente entre les deux pays, c'est-à-dire des mécanismes de concertation continue, de longue date d'ailleurs. Je rappelle, c'est Omar, que nous avons avec les Émirats arabes unis depuis 1985, une commission mixte qui se penchait sur l'étude et l'examen des dossiers d'intérêt commun. Les Émiratis, par exemple, longtemps ont fait montre d'un intérêt croissant pour le tourisme au Maroc, l'investissement. Vous avez parlé de l'investissement direct étranger. Sur le plan de l'immobilier, bon, parfois il y a des crises financières qui ont un peu emporté dans leur sillage des investissements déjà préconisés. Néanmoins, on peut dire que de longue date, les Émiratis s'intéressaient beaucoup au Maroc en tant que hub régional, compte tenu de sa position géographique, mais également de l'attractivité de l'investissement. Et il était question d'ailleurs, et Sa Majesté n'a de cesse de le rappeler, d'améliorer le cadre d'attraction des investissements sur le plan des réglementations, etc., de facilitation. Et d'ailleurs, l'un des mémorandums d'accord ou d'entente conclus hier portait sur ce genre de sujet. Donc c'est une substance et une matière qui a été préparée et aujourd'hui, elle est de nature à engager, moi je dirais même une sorte de révolution dans les relations économiques globales entre le Maroc et les Émirats arabes unis, tout en prenant en considération les nouveaux paramètres en termes d'économie mondiale, transition numérique, énergétique, etc., etc. Et moi je crois franchement et sincèrement que ce qui a été conclu hier constitue une feuille de route du siècle, si vous voulez. Je l'ai dit tout à l'heure, de par donc l'ampleur des chantiers ouverts, et ça va certainement renforcer l'interdépendance entre les deux pays, de part et d'autre, puisque vous avez parlé des échanges entre les deux pays, des milliards de dirhams, et donc nous avons intérêt, de ce point de vue, à aller encore de l'avant pour tirer profit de ces investissements qui ont été hier annoncés en grande pompe. Alors, on sait que le Maroc va organiser le Mondial 2030 et justement, c'est certainement bienvenu tous ces accords de partenariat. Selon vous, comment le modèle émirati peut inspirer en termes de diligence pour accélérer ces grands projets au Maroc, sachant qu'il y a une échéance en 2030?
Pour le Maroc, certes, il dispose de l'expertise nécessaire pour pouvoir mener à terme les chantiers déjà annoncés, notamment par Sa Majesté le roi, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est vrai que depuis pratiquement le début de l'an 2000, et grâce encore une fois à cette vision prospective et visionnaire de Sa Majesté le roi, le Maroc a été mis, si vous voulez, au diapason des normes internationales les plus élaborées en termes logistiques, la construction des ports, la construction des aéroports. On peut citer Tangemed, qui constituait, si vous voulez, une préoccupation personnelle de Sa Majesté le roi, quand bien même quand il était encore prince héritier. Et au-delà, alors vous avez parlé de l'expertise émirati également, ou un modèle, surtout de gestion des ports, ça c'est important. Jebel Ali est connu mondialement pour être l'un des modèles qui inspire beaucoup en termes de benchmarking, etc. Ce qu'il faut, c'est clair pour le Maroc, ce sont des fonds souverains substantiels qui permettent précisément d'accompagner le Maroc dans cette transformation. Moi, je dirais, plus qu'une transformation, ça me rappelle ce que disait Edgar Morin, le grand sociologue, une métamorphose. Durant les 6 prochaines années, à l'horizon 2030 et au-delà, on va assister, mais véritablement, à des transformations structurelles. Les ports, les aéroports, les infrastructures routières, en termes également écologiques, de protection de l'environnement, les énergies renouvelables, le TGV. Donc, on a annoncé évidemment l'inauguration des voies ferrées entre Casablanca et Marrakech et au-delà. Donc, on voit véritablement que le Maroc aujourd'hui, et ça a été préparé, n'oublions pas qu'il y a eu une visite d'une délégation marocaine à des pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, en particulier puisqu'on parle de ce pays stratégiquement partenaire du Maroc sur le plan multidimensionnel. Le Maroc a besoin de fonds substantiels. Vous avez parlé, Sir Omar, des mondiales de 2030. Moi, je crois que le Maroc voudrait anticiper et être véritablement à ce grand rendez-vous, donc au diapason de ce grand rendez-vous, et en même temps montrer à la communauté internationale, nous l'avons montré avec les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, juste après le séisme de la House de Marrakech. Bientôt, il y aura également d'autres échéances 2025, la Coupe d'Afrique, etc. Et moi, je crois que c'est un coup de maître, si vous me permettez cette expression, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. Alors, il y a eu surtout cet accord sur le plan énergétique qui a été signé entre donc, les gouvernements des deux pays dans un contexte de COP 28, comme je le disais tout à l'heure, à Dubaï. Sur ce plan-là, il y a l'exploitation des énergies fossiles, bien évidemment, sur lesquelles les Émirats sont bien évidemment bien positionnés, mais en termes d'énergie renouvelable aussi. Alors, quel message dans ce contexte de COP 28 ? D'abord, c'est un message de soutien et d'implication. Déjà, la princesse Al Hasna avait assisté et représenté Sa Majesté lors de cette COP 28 de Dubaï. Et quelques années auparavant, il y a 7 ans, 2016, en grande pompe aussi, le Maroc a accueilli la COP 22 à la suite de la COP 21 et la conclusion de l'accord de Paris. Et je rappelle que lorsque Sa Majesté le roi était encore prince héritier, lors du lancement de la première rencontre mondiale, ce qu'on appelle le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en Brésil, il a assisté personnellement et il considérait à l'époque que les questions de développement durable devaient faire partie intégrante des politiques publiques au Maroc et des chantiers d'avenir. Et d'ailleurs, dès son intronisation, il a lancé un certain nombre de chantiers comme la question du solaire, l'énergie solaire, dans une perspective aussi méditerranéenne, il faut le rappeler, les éoliennes, etc. Et nous y croyons encore, et ça a été traduit dans pas mal de plans sectoriels. Je peux même citer le plan Maroc vert, le plan Aliotis, entre autres, et le plan de l'efficacité énergétique. Évidemment, la station Nour, la première mondialement en termes de production d'électricité propre. Et récemment, le Maroc a donné corps à 2 accords très importants qui ne doivent pas passer inaperçus, progressivement avec le Royaume-Uni et également avec le Portugal en termes d'échanges électriques, fourniture de l'électricité par des câbles sous-marins qui vont bien entendu concerner ces 2 pays. Si le Maroc aujourd'hui soutient cette approche et la COP, bien entendu 28, parce que le timing est important, les Émirats arabes unis ont été proclamés officiellement le 2 décembre 1971 et donc la COP, il correspond à cette date, entre autres la COP 28, et en même temps, ça montre que le Maroc est aussi un réservoir
énorme en termes d'énergie renouvelable sur tous les plans. Et avec les projets lancés, entre autres, je citerai un seulement, le dessalement des eaux. Moi, je crois que ça va permettre d'abord de doper l'agriculture marocaine tout en respectant les écosystèmes, car ils sont fragiles. Et les Émiratis le savent très très bien, parce que ce sont des gens qui réfléchissent bien, qui s'inscrivent sur le long terme, et ils savent très bien que le pétrole et le gaz ne sont pas des énergies qui sont intarissables, et donc ils doivent aussi mener des partenariats avec des pays qui offrent un potentiel en termes d'alternatives, et le Maroc en est bien entendu un parmi les autres. Alors, professeur, on note que l'encours des investissements directs marocains aux Émirats a atteint 1,5 milliard de dirhams en 2021, selon l'Office d'échange. Justement, ce n'est pas. On sait que Dubaï, par exemple, est un hub mondial. Les Émirats sont un hub mondial. Quelle expertise marocaine aussi il est possible d'exporter et de faire prospérer aux Émirats arabes unis? Moi, je crois qu'il y a un package en termes de créneaux qui peuvent être partagés dans le cas d'un benchmark Maroc-Émirats arabes unis. Mais quand je dis un package, c'est-à-dire quand on parle de l'investissement, c'est au sens global du terme. Évidemment, ça peut concerner tous les secteurs. On va reprendre un peu les catégories fondamentales de la géographie économique, secteur primaire, secondaire, tertiaire, etc. Mais aujourd'hui, on parle surtout de technologies avancées, les nanotechnologies, etc. Alors, je donne un exemple. Le Maroc, je pense au niveau du monde arabe et au niveau du continent africain, le premier pays à avoir produit un véhicule made in Morocco. Ça, c'est très important. Donc, c'est un savoir-faire qui est important. Sur le plan aujourd'hui de la production des vaccins, la démarche vaccinale de Sa Majesté, qui a parlé beaucoup d'indépendance même sanitaire, alimentaire, etc. Troisièmement, on voit que le Maroc aussi se positionne au niveau d'un certain nombre de créneaux comme la construction aéronautique. La construction navale, chantier naval, évidemment, ça a été dit hier et il a fait l'objet de la conclusion d'un certain nombre d'instruments conventionnels. Évidemment, nous n'oublions pas que même en termes de coopération sécuritaire, lutte contre le terrorisme, etc., parce qu'un investissement devrait aussi inclure d'autres dimensions et des paramètres, moi je crois que le package marocain, l'offre marocaine, de ce point de vue, elle est globale et une expertise de longue date, non seulement in situ, c'est-à-dire à l'intérieur du Maroc, mais également à l'égard d'autres pays avec qui le Maroc est lié par des accords de partenariat avancés ou des ensembles comme l'Union européenne. Je voudrais rappeler une chose importante, c'est que le Maroc et les Émirats arabes unis, les seuls pays en dehors de l'accord d'Agadir, c'est-à-dire Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, en dehors de cet accord, le Maroc a un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis qui a été conclu en 2001. Et c'est un accord qui a été annoncé dans le cadre du Conseil économique et social de la Ligue arabe, à partir de 1997. Et donc, on voit déjà que cela est le fruit d'un investissement, au moins qui a commencé avec l'institution de la commission mixte que j'ai rappelée tout à l'heure en 1985. Donc, on voit très bien que les deux pays sont au diapason au niveau de l'entente cordiale et au-delà, qui leur permettent encore une fois de défricher des terrains et en même temps partager les expériences. Et le Maroc a aussi beaucoup de choses à partager en termes de know-how, avec les Émirats arabes unis. Alors, une dernière question, professeur. On sait qu'en 2013, le souverain avait effectué une tournée dans les pays du Golfe pour justement, dans ce cadre-là, renforcer le partenariat et notamment les financements par rapport au projet. Au-delà des Émirats arabes unis, quel autre pays de la région voyez-vous s'impliquer davantage dans la concrétisation de ces grands chantiers au Maroc? Alors, j'ai cogité sur la question, si vous voulez, mais je m'étais dit quelque part qu'il y a une sorte de ressemblance en termes d'approche stratégique, en termes même de paradigme. Vous prenez l'Union européenne à 27 pays, ce sont des lourdeurs institutionnelles, etc., qui ont montré qu'au final, le Maroc gagnerait aussi, au-delà de cette approche régionale, à développer des relations bilatérales avec des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et cela a porté ses fruits. Également, si vous prenez les 6 monarchies du Golfe, il y a des relations qui sont un peu différenciées, si vous voulez. Avec le Koweït, pour le moment, elles sont au degré zéro d'écriture, comme disait Roland Barthes, avec le sultanat d'Oman. Mais d'autres relations, par exemple avec le Bahreïn, qu'évidemment, il y a une entente cordiale, avec l'Arabie saoudite, en dépit, il faut le dire parfois, quelques nuages qui ont assombri un peu le ciel, mais se sont dissipés par la suite.
Et avec le Qatar, on l'a vu aussi une position courageuse du souverain en 2017, en pleine crise. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que d'abord avec les Émirats arabes unis, les relations sont très exceptionnelles, mais également avec l'Arabie saoudite. Je vois aussi un partenaire considérable. Et nous accordons, si vous voulez, nos violents diplomatiques par rapport à un certain nombre de sujets de préoccupation géopolitique, etc. et au-delà. Bon, avec le Qatar aussi, c'est, on va dire, nolens volens, tant bien que mal. Mais je vois qu'aujourd'hui, l'approche marocaine, elle est intelligente. On a intérêt d'abord à creuser, approfondir le partenariat bilatéral avec des pays qui se manifestent et qui sortent du lot, parce que le train ne peut pas attendre les retardataires. Et en même temps, une approche régionale, probablement qui pourrait ressurgir après des moments d'instabilité, si vous voulez. Donc, on ne peut aujourd'hui les désigner quels seraient les pays prochainement qui vont faire partie de l'agenda royal, mais préférons une approche, je dirais, un peu réaliste, proactive et en même temps qui sache comment identifier les éléments nécessaires qui constitueront un partenariat comme celui auquel nous avons assisté hier. Alors, novateur, il est renouvelé et il est enraciné. Merci à vous, professeur Abouda, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, c'est Omar. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.